Tu me dis quand c'est bon pour l'enregistrement? C'est OK pour moi. Ok. Bah écoutez, bonsoir à tous. Euh, alors je vous rassure, ça va pas être très très long. Je pense que on a une demi-heure, trois quarts d'heure, ça devrait le faire pour présenter euh, Dependency Injector. Alors, c'est quoi l'injection de dépendance? En fait, c'est un modèle de conception qui va, qui consiste en fait à fournir des dépendances d'une classe ou d'un objet depuis l'extérieur. Donc au lieu de les instancier à l'intérieur des classes, à l'intérieur des fichiers, on va regrouper toutes les classes, tous les objets qu'on aura besoin dans notre, comment dire, dans notre application et nous permettre également de s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule instance. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on va créer des instances d'objets, on peut se retrouver avec des instances qui existent déjà, etc. Alors, l'injection de dépendance, c'est des pratiques, des patterns et des principes. Il y a ce bouquin que je vous recommande qui est excellent et tout. Alors, il est balèze quand même, hein, il fait 562 pages. Nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment, parce que derrière l'injection de dépendance, il y a euh, toute une philosophie derrière. Nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment la mise en pratique sur un projet simple de ce que c'est l'injection de dépendance. Alors pourquoi on utilise l'injection de dépendance? Bah, déjà, ça va nous faciliter les tests unitaires. Ça va réduire les couplages. Ça, c'est vraiment la clé qu'il y a derrière l'injection de dépendance et qu'il y a de manière générale derrière la programmation orientée objet, c'est de casser ce qu'on appelle casser le couplage, mettre en place, respecter les principes solides et faciliter la maintenance. D'accord? Donc, je vous présente le projet. Bon, il a été bien avancé, hein. Euh, alors, c'est MediSecure, donc c'est une application, une API qui me permet, dont le but c'est de renouveler le système informatique d'une clinique. Alors, j'ai mis en place une seule feature, celle de la création d'un dossier patient. Donc, je vais décortiquer vraiment. Je vous décortique le projet pour que vous puissiez comprendre le point de départ de ma problématique et pourquoi j'ai besoin ici donc de l'injection de dépendance et pourquoi j'aurais donc besoin de chercher une librairie Python qui va m'aider à injecter ces dépendances. Donc, j'ai mis en place mes tests unitaires, à savoir, donc, alors pour ceux qui me connaissent déjà avant, je suis très TDD, c'est-à-dire que je vais vraiment écrire les tests unitaires en premier, ce qui va me permettre de faire découler, qui va en découler du coup le code. Donc, euh, j'ai mon premier test qui s'assure que le patient n'existe pas, donc ça devrait échouer si le patient existe déjà dans ma base de données. Le deuxième test qui me dit que ça va échouer si j'oublie un champ en particulier. Par exemple, j'ai oublié son nom, son prénom ou sa date de naissance. J'ai un test qui dit qu'il va échouer si en effet je n'ai pas le consentement du patient. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas créer des dossiers patients tant que vous n'avez pas leur consentement. Et enfin, j'ai un test pour les mineurs. En effet, on devrait avoir le consentement je vais zoomer un peu, on devrait avoir le consentement de la personne légale pour un mineur. Et lorsqu'on a dépassé, qu'on a passé tous les garde-fous, c'est-à-dire qu'on a répondu à tous ces critères, seulement alors je vais tester la création de mon dossier patient. Alors n'hésitez pas, hein, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à me couper, me poser des questions, etc. et tout. C'est vrai que j'ai pas le chat devant moi, devant les yeux, donc alors, de temps en temps je vais jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas le voir. Donc n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Euh, donc, une fois que c'est fait, mes tests unitaires fonctionnent. Je vais, alors j'utilise UV. Je ne sais pas si vous connaissez UV.
Alors, tac, 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 tac. Alors, déjà, je vais lancer mes tests unitaires. UV run pytest-vvm. Et je vais donc PyTest, ça me permet de lancer mes tests en mode verbose, donc avec des détails. Et en fait, ce que j'ai fait avec PyTest, j'ai un fichier ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, je ne sais pas. Euh, dans pytest.ini, j'ai séparé. Donc, si je veux lancer que les tests unitaires, je vais lancer VVM unit test. Là, ça va me lancer que mes tests unitaires. Si je veux lancer les tests E2E, du coup, je vais faire VVM, VVM E2E. Vous l'avez compris. Donc, je vois que mes tests unitaires passent. Donc, une fois que tous mes tests unitaires sont passés, c'est là qu'on va mettre en place les tests E2E. Les tests E2E, bah, c'est, comme son nom l'indique, end-to-end, donc de bout à bout. Bout à bout, c'est-à-dire que on va démarrer le test vraiment avec l'API. Donc, l'API, elle est là. J'ai utilisé Fast API. J'ai ajouté le middleware de, comment dire, d'erreur, de gestion, comment dire, d'authentification, excusez-moi, et le routeur. Donc, le routeur, on va aller le voir, il est très simple. J'ai un poste qui me permet de créer un patient. Je lui donne les données du patient, je récupère l'utilisateur, est-ce qu'il est connecté grâce à l'Authentication Middleware. Donc l'Authentication Middleware, il est très simple. Je récupère depuis la requête entrante l'autorisation. S'il n'y a pas de credential, je propage une erreur Authentication Credential were not found. Ensuite, je récupère le token depuis les credentials. S'il n'y a pas de token, une erreur. Sinon, je récupère l'utilisateur en utilisant l'authenticator. Et quand j'ai récupéré l'utilisateur, je l'inscris à l'intérieur de la requête et je retourne l'utilisateur. Donc ça, c'est les garde-fous qui me permettent d'être sûr que j'ai bien un utilisateur authentifié avant de lancer une requête de création de dossier patient. Donc, je récupère le payload. Je vais créer le payload grâce à patient data payload. Donc, je récupère ce qui a été saisi par l'utilisateur. Je vais demander au contrôleur de créer un patient et il va m'envoyer l'ID du nouveau patient. Et je retourne un JSON response avec cet ID et un code 201 pour la création. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de comment créer le patient. Je passe par un contrôleur. Ce contrôleur va passer par, vous voyez, c'est ça quand on écrit, du code avec beaucoup de séparation de préoccupations, vous avez des petits fichiers en fait. Vous voyez, la route elle est très très simple. J'appelle le contrôleur. Le contrôleur vérifie le rôle de l'utilisateur. Donc, qui est autorisé à créer un dossier patient, c'est l'administrateur, un docteur ou une infirmière. Si aucun des rôles n'est assuré, je propage une unauthorized role exception. Donc ça va être une, comment dire, ça va être une exception que j'ai créée. Sinon, je demande au use case. Donc le use case, son rôle, c'est quoi? C'est de créer le patient folder. Donc il va exécuter. Et il va vérifier qu'il n'est pas déjà existant. Il va générer un ID. On va valider le consentement. On va valider le consentement pour un mineur. Et ensuite, on demande au repository de créer le patient. Donc le repository va l'enregistrer dans la base de données.
D'accord? Est-ce que jusque-là, pour vous, c'est bon? Je le vais si c'est OK pour vous. Oui, Ouais, ça va. Bon, alors, pourquoi maintenant j'ai besoin de l'injection de dépendance? Déjà, je vais arrêter ça. Euh, hop. euh, excusez-moi. Euh, dev, docstring, euh, multisec. Voilà. Source. Voilà. Alors, pourquoi j'ai besoin euh, de l'injection de dépendance? Le test E2E, il démarre depuis le début. Donc, on va aller voir le test E2E. Donc, faites pas attention à ce qu'il y a en vert. Je crée un token avec l'email. J'ai utilisé des fixtures. Donc, j'ai créé un token avec l'email et le mot de passe d'un utilisateur fictif. Je fais appel à ASGIT Transport. Donc, lui, c'est HTTPX. HTTPX va me permettre de simuler en fait une requête. Ça va me permettre de simuler une requête. Je lui dis, voici mon API. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pour ça que les tests de œufs ils sont là, c'est que ça m'évite de faire créer des requêtes, ouvrir Postman pour tester mon API. Avec HTTPX, je n'ai pas, et les tests de œufs, je n'ai pas besoin de tester directement avec Postman. On va lui donner une URL fictive. Et là, c'est le client, d'accord? Le client, c'est, il utilisera mon API. Donc ce client, je fais une requête POST sur l'URL /patient. Donc c'est exactement comme si j'arrivais ici. J'arrive dans cette route-là. Voici le header où je vais injecter mon token. Donc c'est lui qui sera intercepté par le middleware que je vous ai montré, l'authentification middleware. C'est lui qui va l'intercepter. Il va intercepter l'autorisation, etc. pour voir s'il est bien connecté. Et comme payload, j'envoie comme payload un, un payload que j'ai déjà créé, qui est juste ici, le nom, nom, prénom, email, etc., etc. Donc c'est ce qu'il va lui envoyer en mode JSON. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crée une réponse. Ensuite, si mon test fonctionne, si tout se passe bien par mon API, la réponse devrait avoir un code 201. Puisque je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici que si tout se passe bien, j'ai un code 201. Si j'arrive à passer tout ça, à la fin, j'ai un code 201. Et en plus de ça, j'aurai à l'intérieur du JSON l'ID, ce sera un type str. Comme c'est de l'aléatoire, je ne peux pas déduire l'ID exactement. Je ne peux pas se dire que cet ID sera égal à exactement 1, 2, 3, 4, 5 ou que sais-je, puisque c'est l'aléatoire. Mais je vérifie que dans ma réponse, j'ai bien une clé ID et que cette clé ID est de type str. Donc si tout se passe bien, le test fonctionne. Bon, mais mon test, il va échouer. Donc si je lance PyTest de manière générale, donc lui, il va lancer tous les tests. Hop. Donc on voit que je vais lancer que les tests de œufs. Hop. PyTest, PVM, E2E. Là, qu'est-ce qui se passe? User not found with email. Tac, tac, tac. With email. Voilà.
unauthorized, mais c'est pas lui. Ça, c'est mon deuxième test. User not found with email John Doe Gmail. Donc, il ne trouve pas mon utilisateur. Alors, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que je l'ai créé. J'ai créé ici, dans cette ligne-là, j'ai créé un utilisateur self-professionnel. Il est là. Donc, ID 1, l'email John Doe, QWERTY avec le rôle de docteur. Et comme j'ai envie de tester, qu'un mauvais rôle doit échouer, j'ai créé un deuxième utilisateur qui, lui, n'est pas autorisé. Je lui ai donné, par exemple, c'est un technicien. Donc, celui-ci doit passer et celui-ci doit passer, mais lui, il doit passer pour une bonne raison parce que c'est un docteur. Donc, il a le droit de modifier, de créer un de ses patients, mais celui-ci doit échouer parce qu'il n'a pas le droit de créer, il n'a pas le rôle adéquat. Mais aucun des utilisateurs ne sont trouvés dans la base de données. Vous voyez? Alors c'est une base de données fictive, hein, mais aucun des utilisateurs n'est trouvé. Du coup, je me suis dit, c'est quoi le problème? Alors j'ai repris le chemin. J'ai repris le chemin et je suis passé par la première chose qu'il va rencontrer, c'est l'authentification. Donc j'arrive dans l'authentification. Et là, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que j'ai créé une nouvelle instance de User Repository. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle que j'ai créée dans le test E2E, et après avoir créé mes deux utilisateurs en base de données, a été écrasée par celle-ci. Elle a été écrasée par celle-ci. Donc à ce stade-là, mes deux utilisateurs n'existent plus. Je les avais créés, mais dès qu'il vient ici, ça a été écrasé. D'accord? Vous avez compris le truc? C'est pour ça que mon test échoue, il ne trouve pas. Si par exemple je lui disais, ici je disais à user repository de créer un utilisateur, donc un user, ok? Dans ce user, je lui donne, on va dire, hop, donc j'avais mis ici, tac, 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 je vais prendre cet utilisateur, voilà, je le mets ici, le rôle, je l'importe. Là, vous allez comprendre que mon test, le premier en tout cas, passe. Vous voyez, le premier, alors attendez, je vais mettre en plein écran, voilà, le premier est passé. Mais le deuxième n'est pas passé parce que il n'y a pas le deuxième utilisateur non autorisé. Donc vous l'avez compris, si je l'ajoute ici, le deuxième utilisateur, c'est-à-dire ce que j'ai fait ici, je le mets ici, bah mes tests vont fonctionner. Et ça que je me suis dit, bah, c'est pas viable, cette solution-là. Cette solution-là, elle n'est pas viable. Ce que je dois faire, c'est que tout mon code, tous mes tests doivent utiliser une seule instance de User Repository. Ils doivent utiliser une seule instance de Authenticator, etc., etc. En fait, à chaque fois que je crée des instances, regardez, le contrôleur, je dois avoir qu'une seule instance du contrôleur. Bref, à chaque fois que j'ai une création d'instance, je dois utiliser qu'une seule. Bon, il y avait une solution. Moi, je vais enlever ça. Avant que je trouve le dependency injection, je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave. Ma base de données, quand l'API sera en production, il y aura bien des utilisateurs, etc. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais, en utilisant ce qu'on appelle des mocks, en utilisant des mocks de unit test, je vais créer un patch. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais lui dire, va dans le dossier shared, dans le service, Authenticator, Basic Authenticator, la méthode Authenticate, tu vas la faire retourner. Donc on injecte ici le mock, tu vas la faire, tu vas lui dire en quelque sorte, toi, tu vas renvoyer l'utilisateur professionnel. Donc c'est là qu'on utilise un mock. Et
La même chose ici. Je vais, en fait, shared service authenticator, il est là. Regardez, shared service. Donc, c'est les services d'authentification. Il est là, basic authenticator. Et en fait, je lui dis quoi? Je lui dis cette méthode-là, tu vérifies rien du tout. Tu vas la bypasser. Tu vas la bypasser, cette méthode-là. Tu envoies directement l'utilisateur que j'ai besoin. Donc, cette méthode, je la bypass. Hop, je la bypass. Et regardez, le mock authenticator va retourner une valeur. Ah, en fait, je copie le self professionnel, etc. et tout. Et ici, le mock authenticator va retourner la valeur. C'est-à-dire que le test part du principe que l'utilisateur existe. Donc en fait, il n'y a plus d'erreur, même si je n'ai pas créé mes deux professionnels de la santé. D'accord? Mais heureusement, en fait, que j'ai des... En fait, c'est pas heureusement. C'est que lorsque j'ai écrit ça, ça fonctionnait, mais ça m'avait fait tilter. Parce que c'est là que je me suis dit, bon, est-ce que c'est pro, ça? Est-ce que le fait d'avoir des instances comme ça dans les débuts de fichiers, c'est professionnel ou pas? Donc c'est là que j'ai commencé à me pencher sur la question de l'injection de dépendance. D'accord? Et c'est là que j'ai découvert Dependency Injector. Donc, je vais ajouter Dependency Injector. Donc, c'est la librairie. Bon, alors, c'est l'équivalent de pip install, hein, bien sûr, UV. Euh, si vous ne connaissez pas UV, je vous conseille vraiment, vraiment, je vous conseille, il est très, très, très efficace, il est très rapide. Donc, je vais, et comment fonctionne en fait l'injection de dépendance? Eh ben, je vais créer ce qu'on appelle un container. Donc, je vais aller, hop, je collapse tout ça. Je vais aller dans Shared. Dans Shared, je vais créer un dossier qui s'appelle Container. Dans Container, je vais créer le fichier container.py. D'accord? Bon, depuis Dependency Injector, je vais importer mon container et le providers. Je vais créer du coup ma fameuse classe container. Et elle doit hériter de container. Elle doit hériter de container déclarative container. Je crée un config provider.configuration et c'est là que les choses intéressantes commencent. J'ai besoin de quoi? Dans mon application, j'ai besoin d'un patient repository, d'un user repository et d'un ID generator. Donc, le patient repository, bah, je peux même faire directement pour vous montrer, hein, sans changer quoi que ce soit, juste le user repository. Le user repository, je veux un singleton, donc une instance unique. J'avais utilisé in memory user repository. Voilà, j'ai créé mon user repository. D'accord? Repository. J'avais besoin également donc, du patient repository. En fait, c'est là que je vais centraliser toutes les instances d'objets que j'aurai besoin. Donc, provider, singleton, in memory, patient repository. Il y avait aussi l'ID generator. Generator. Donc lui, c'est parce que j'ai envie de créer, j'ai créé une politique de génération d'ID. Comme ça, bah, si quelqu'un veut la changer, il n'a qu'à venir ici la changer. Donc provider, singleton,
le UID Generator. Bon, j'ai quoi? J'ai quoi? Je vais aller dans mon contrôleur, vous voyez, dans mon patient contrôleur. Tiens, j'ai une nouvelle instance ici, vous voyez? En fait, là où vous voyez des égales d'instances, c'est là que je vais tous les regrouper. Donc ici, j'ai un use case. Ce use case, c'est ce qui me permet de créer le dossier patient. Mais en plus de ça, j'ai dans le routeur, j'ai envoyé une nouvelle ici également, une instance de patient contrôleur. Je vais du coup ici euh, mettre create patient folder use case. OK. Alors lui, il va être, il va être particulier. Parce que vous voyez, in-memory n'a pas, n'a pas de paramètres dans le constructeur. Euh, le patient repository non plus, vous voyez, il n'y a pas de paramètres. Donc ça, c'est simple. Le UID également, vous voyez, il n'y a même pas de init, il n'y a même pas de constructeur et tout. Mais lui, le use case, il a un contrôleur. D'accord? Lui, le use case, il a un init avec deux éléments. Ça tombe bien, ces éléments, je les ai déjà instanciés juste au-dessus dans mon container. Ils sont là. Donc, je vais utiliser cette fois-ci non plus un singleton, mais une factory. Je veux un create patient folder use case et je lui dis que le patient, c'est ce qu'il a besoin, regardez, il a besoin d'un repository et il a besoin d'un ID generator. Ok. Euh, donc, il a besoin d'un repository. Alors, il faut respecter le nom, hein. Là, j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû l'appeler patient repository pour éviter des conflits. Je dois respecter le nom. Le repository est égal au patient repository qui est juste au-dessus. Ensuite, le ID generator est égal au ID generator qui est juste au-dessus. Donc, vous voyez, j'ai créé mon use case. Et comme mon use case, comme mon contrôleur, regardez, mon contrôleur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un repository. Il a besoin d'un ID generator et il a besoin de mon fameux use case. Donc, hop, excusez-moi, dans le container, je vais créer le patient controller. Donc, providers factory, il va aller chercher le create, non, le contrôleur, le patient controller, et il a besoin du use case. Hop. euh, en fait, je vais juste lui donner le use case. Vous allez voir que je vais trouver une autre technique pour même plus qu'il ait besoin de ça. Donc, je vais juste lui donner le use case. Le use case est égal à create patient folder use case. Et enfin, je crois que j'ai encore un qui traîne. C'est dans l'authentication middleware. Ah, il est là. Vous voyez, j'en ai un qui traîne encore ici, l'authenticator. Donc lui, c'est ce qui met en place la logique pour authentifier et retourner un utilisateur. Je vais le créer. Authenticator. Ça va être un provider. Lui, je peux le mettre en singleton. Ça va être un basic authenticator. Et il a besoin donc du basic authenticator, il a besoin d'un user repository. Donc, user repository est égal à user repository. Vous voyez, ils sont tous là.
tout ce dont j'ai besoin, ils sont là. C'est bon pour vous jusque-là? Donc, maintenant que j'ai créé mon container, en fait, comment fonctionne Dependency Injection? On doit le lier, le connecter. On doit le connecter aux fichiers qui ont besoin de mon container. Ça va se passer dans le main. Dans le main de l'API, je vais ici faire appel. Alors, je vais déjà créer une instance juste au-dessus. Je vais créer une instance du container que j'ai créé. Voilà. Alors, vous pouvez faire appel container le config config.prompt où vous allez mettre, en fait, c'est là où vous voulez passer, si vous voulez, alors c'est optionnel, hein, c'est pas, ça permet d'injecter des paramètres de configuration. Là, j'en ai pas. Mon API, j'écris mon API et je dis à mon container de se connecter wire, ou ça, dans les modules, dans les modules, lesquels, bah, là où j'aurais besoin de lui. Donc, j'ai besoin de lui où? Dans le routeur. Donc, je lui donne le dossier API. En fait, je lui donne le chemin, mais pas avec des slash, avec des points. API.routeur.patient routeur. Et le deuxième, il est dans mon middleware. Hop, authentication middleware. D'accord? Donc, on va régler. Donc là, je les ai connectés. Donc, une fois qu'on les a connectés, donc je dis que le container, il est connecté avec patient routeur et l'authentication middleware. Donc, je vais aller dans authentication middleware. Je retire ça. Hop, je retire ça. Et qu'est-ce que je fais? Depuis dependency injector, point waring, j'importe provide et inject. Et c'est là que c'est très simple. En fait, on a l'erreur qui se passe le plus souvent quand on utilise le compteur le dependency injector de Python, c'est qu'on oublie ce fichier-là. Ça, c'est l'erreur. Moi, je vous avoue que la, la documentation, elle m'a fait un peu mal à la tête, d'accord? Mais en fait, il faut d'abord connecter le container au fichier où on aura besoin de l'injecter. Donc, dans Authentication Middleware, je vais injecter avec un décorateur, j'injecte mon container. J'injecte mon container et du coup l'authenticator, comment il le récupère? Hop, l'authenticator, il vient en paramètre, donc grâce à inject, je vais pouvoir mettre authenticator, deux points, si je veux le typer et tout, mais je vais mettre depends, il dépendra, je provide depuis le container, point authenticator. D'accord? Donc c'est comme ça que je vais injecter mes dépendances. D'accord? Ensuite, donc ça c'est fait, je n'ai plus d'instance ici. Je vais aller dans le tac 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 le routeur.
Hop, le routeur. Le routeur, la même chose. Le routeur, je l'enlève. Ici, j'injecte comme deuxième. Alors, il faut que je l'importe. From dependency injector wiring, je vais importer provide et inject. Et là, je vais l'injecter. Et du coup, hop, en deuxième paramètre, il y aura le fameux contrôleur. Le contrôleur qui est égal, alors hop, il y a trois paramètres, juste pour une question de lisibilité. Donc, le contrôleur depends est égal à depends provide, il va se fournir dans le container que j'ai créé, patient contrôleur. D'accord? Et là, c'est ça qui est super. Pourquoi c'est bien? Le contrôleur, alors je peux le typer, hein. Je vais le typer. Il est de type patient contrôleur. Regardez bien, patient contrôleur, il a plus besoin, en fait, de... Pourquoi il y avait ça, regardez. Pourquoi j'avais besoin de repository et de ID generator? J'en avais besoin pour les passer ici. Mais concrètement, le contrôleur n'utilise pas le repository. Il n'utilise pas le ID generator. J'ai dû, en fait, j'ai dû l'utiliser, tac, 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 j'ai dû les instancier pour les injecter dans le use case. D'accord? Bon, en fait, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin et tout. Le use case, je vais le fournir à la construction. Hop, use case. Ça va être égal à use case. D'accord? Et j'ai qu'à aller le modifier. J'ai qu'à aller le modifier ici, dans le container. Dans le container, le patient contrôleur, il a besoin il a besoin du use case que je lui ai passé ici, qui provient d'ici. D'accord? Donc ça m'a permis, en fait, le fait d'utiliser un container d'injection, ça m'a permis aussi de euh, alléger les constructeurs de mes objets. D'accord? Donc là, on va voir si ça fonctionne. Souvenez-vous qu'on n'utilise qu'une seule instance. Alors, pour voir si ça fonctionne, il faut que je vire, il faut que maintenant mon test E2E, vous voyez, je vais virer ça. Hop, tout ce qui était le mock, je vais les virer. D'accord? Ici, je vais le virer. Hop, d'accord? Donc ça fonctionne. Je veux dire, c'est bon. Là, je vais faire appel à mon container. D'accord? Donc, je vais faire appel à mon container. Mais lequel de container? Bah, celui qui est déjà connecté. C'est-à-dire que ici, je vais le mettre en bas. Voilà. Ici, self container est égal à container qui provient de, je vais le laisser comme ça, je vais l'écrire ici, depuis API.main, importe-moi le container qui a été connecté, celui que j'ai créé là, ici. Celui que j'ai créé ici et qui a été déjà connecté avec les fichiers. Pas besoin d'en créer une nouvelle instance. J'utilise, c'est un test E2E. Donc un test E2E dit un test de bout en bout qui doit utiliser l'intégralité des fichiers mis en cause
pour créer un dossier patient dans une API. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Il va faire appel à ce container. Et le user repository, il le récupère d'où? Vous l'avez compris, il récupère depuis le container. D'accord? User repository. Donc c'est un objet, je dois créer une instance. D'accord? C'est un objet. Hop, avec les parenthèses, je crée une instance. Donc là, ça me garantit que de bout à bout, j'utilise qu'un seul user repository, celui qui est présent dans le container. D'accord? Donc si je lance mes tests E2E, normalement, si tout se passe bien, vous voyez, il passe. Donc ça, c'est des tests de bout à bout. Donc je récapitule, en fait, j'ai centralisé toutes les créations d'instances, je les ai centralisées dans ce container d'injection. Et là où j'en aurais besoin, j'ai qu'à le connecter et ensuite, j'aurai qu'à l'injecter, tout simplement. Ce qui me permettra de récupérer cette instance. Alors, maintenant, vous pourriez me dire comment être sûr que le container d'injection fonctionne et qu'il fonctionne bien. D'accord? Bah, même là, on peut faire des tests. On peut faire des tests unitaires. Par exemple, ici, dans Shared, test, unitaire. Hop. Je vais tester. Hop. Je vais tester ma dependency injection. Est-ce qu'elle fonctionne, mon injection? D'accord? Mon injection de dépendance. Pour être sûr, pour lever tout doute. D'accord? Bon, j'importe PyTest. Je vais aller chercher mon container. Depuis API main, je vais importer mon container. Je vais créer une classe. Alors, ça, c'est un test unitaire. Du coup, je vais mettre un décorateur point marque point unit test. Comme ça, je lancerai que les tests unitaires. Classe, test, dependency, dependency, injection. Bah, si je vais tester quoi? Je vais tester should have same instance. Je vais créer un user repository numéro 1 avec le container user repository. CTRL-C, CTRL-V, je vais en créer un deuxième. Je vais en créer un deuxième. Je vais faire la même chose avec mon authenticator. Je vais en créer un depuis mon container. Je vais aller chercher l'authenticator. Je vais en créer un deuxième. D'accord? Et enfin, allez, parce on a, on a du temps et j'ai bientôt fini. Patient repository numéro 1, container patient, non, patient repository, et je vais en créer un deuxième. D'accord? Bah, je m'assure, quoi? Que l'ID de user repository 1 soit égal à l'ID de user repository 2. Et vous l'avez compris, je fais la même chose pour les trois. D'accord? Hop. Authenticator 1, Authenticator 2, patient repository 1, non, le 2, moi, même si c'est pareil en fait, et patient repository, décidément, le 1. Donc,
Ça va me tester l'ID de chacun de mes repositories. Donc, si je lance seulement les tests unitaires, voyez, test should have same instance, ça passe. Ça me garantit que mon container d'injection produit bien des instances uniques pour cela. D'accord? Euh, alors, j'aurais pu, en vrai, même le contrôleur, hein, même le use case, j'aurais pu mettre un singleton ici. Le contrôleur aussi, j'aurais pu mettre un singleton et tester. Mais vous avez vu que dans tous les cas, ça fonctionne. On a des ID uniques. Donc, mon container fait bien appel à un seul objet, à un seul singleton. Et ça me garantit que toute mon application a un seul objet. D'accord? Voilà. Bon, ça va. 50 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors Metabol, excuse-moi, je ne connais pas ton nom. Ouais, je mettrai la vidéo dans la chaîne YouTube, tu pourras la revoir. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu? C'est bon pour vous? En fait, bon, c'est vraiment une introduction à la librairie Dependency Injector. Et en fait, comment je suis tombé dessus, c'est que j'avais fait un projet quasiment similaire en Node.js. Et en Node.js, il y avait une librairie un package qui s'appelait Awilix. Et elle faisait super bien le travail. Et j'ai été vraiment content de trouver une librairie Dependency Injector qui a exactement la même approche, la, et en fait, elle avait la même approche que Awilix et tout, et j'étais vraiment content de l'utiliser et tout. Elle est très très puissante et elle est très simple. Alors vous voyez beaucoup de code parce que c'est le projet qui est lourd, mais dans la construction du container, vous voyez, tout est centralisé ici. Tout est centralisé ici. Et en plus de ça, ce qui est super, c'est que demain, si vous travaillez sur du MySQL et que vous voulez passer, comment dire, vous voulez mettre comment dire, vous voulez passer en PostgreSQL. En fait, vous n'avez plus besoin de chercher toutes les instances, toutes les classes qui font appel à MySQL. Il suffira de venir ici dans le container, puisque tout est centralisé ici. Vous n'avez qu'à changer. Ça y est, vous ne travaillez plus sur du MySQL, vous travaillez sur du Postgre ou du Oracle. Ben, vous n'avez qu'à changer ça, puisque le user repository, c'est ça qui va être appelé. D'accord? Et c'est ça là, vraiment la force de l'injection de dépendance, c'est de centraliser en fait tous ces objets et le reste du code fait appel à ces containers. Quand ils ont besoin de quelque chose, il vient y piocher. Et moi, du jour au lendemain, si par exemple la boîte qui a, qui a demandé à coder cette API, elle me dit oui, on a changé la politique de génération d'ID. Pas de problème, donnez-la moi. Donnez-moi cette nouvelle politique. Par exemple, une classe, a new ID policy. D'accord? Donnez-la moi, je la code, et ben, j'ai qu'à venir ici et mettre new ID policy. Je ne casse rien du tout. J'ai juste, c'est pour ça qu'il le prend, c'est ce qu'il dit ici dans le livre. Hop, alors je vais, c'est ce qu'il dit, hein, il prend l'exemple de la prise. Vous voyez? Il prend l'exemple de la prise. Cette prise-là, elle permet de rien faire. Ça veut dire que si on veut venir réparer le sèche-cheveux, on doit venir débrancher tout ça, etc. et tout. Et lui, en fait, il prend l'exemple de la prise. Vous venez brancher tout ce dont vous avez besoin. Là, avec une prise, on peut y brancher un sèche-cheveux, on peut brancher un ordinateur, on peut brancher, bref, tout ce qu'on veut. Et c'est ça la force de l'injection de dépendance. On choisit ce qu'on veut brancher dans notre application. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Métabol, déjà, je suis vraiment désolé. Je suis pas du tout foot, tu vois quoi? Et je savais même pas que le PSG jouait. Alors j'aurais dû m'en douter parce qu'on est mercredi. Et de souvenir, je sais que le mercredi, c'est là où il y a des matchs de foot. Et je suis vraiment désolé. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre la chaîne YouTube, hein, si vous voulez. Je vous la mets là tout de suite. Euh, et bon, dès que Pierre aura généré la vidéo, je vous la mettrai et tout. Hop, voilà. Je vous mets ça dans le Discord. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi, bonne soirée, c'était clair. Merci. Merci Merci Pierre. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Rachid. Bonne soirée.